Tarzan et les croisés, Edgar Rice Burroughs. Chapitre 1. Tantor, l'éléphant. L'énorme masse de l'animal oscilla d'un côté puis de l'autre, quand Tantor se coucha à l'ombre de la forêt ancestrale. C'était lui, le maître de ce domaine. Shiita Numa lui-même, malgré sa force, ne comptait pas en regard de l'éléphant. Un siècle durant, il avait parcouru sans fin cette terre qui avait tremblé pendant des temps immémoriaux sous les pas de ses ancêtres. Tantor avait vécu en paix avec Dango, la hyène, Cheetah, le léopard, et Numa, le lion. Seul l'homme s'était attaqué à lui, l'homme qui se distinguait de la création par sa propension à détruire tout ce qui existait, y compris ceux de sa propre race. L'homme cruel, l'homme impitoyable. L'homme, la créature la plus haïe parmi toutes celles que la nature avait engendrées. Au cours des longues années de son existence, Tantor n'avait jamais ignoré l'homme. Des hommes noirs, il y en avait toujours eu. C'étaient des guerriers, de haute taille ou plus petits, armés de lances et de flèches. Il avait vu aussi des Arabes avec leurs mousquets primitifs et des Blancs avec leurs carabines perfectionnées et leurs fusils à éléphants. C'étaient eux qui étaient arrivés les derniers, et ils avaient été pires que les autres. Tantor, néanmoins, n'éprouvait aucune haine envers les hommes, pas même envers les hommes blancs. La haine, la vengeance, l'envie, la luxure sont quelques-unes de ces trop rares et délicieuses émotions que la nature réserve à sa plus noble création, mais que les animaux inférieurs, eux, ne connaissent pas. Tout comme, à l'inverse de l'homme, ils ignorent la peur. Pour eux, il n'existe qu'une certaine forme de prudence, qui ne va pas sans hardiesse, et qui pousse l'antilope et le zèbre à venir boire auprès du lion. Tantor partageait cette prudence. Il évitait l'homme, et plus spécialement le blanc. Ainsi, ce jour-là, si d'autres yeux l'avaient observé, nul doute que leur propriétaire aurait craint de se fier au témoignage de ses sens, à moins qu'il n'ait attribué son erreur à la pénombre de la forêt, car, sur le dos rugueux du pachyderme, se vautrait une silhouette humaine à demi engourdie de chaleur. C'était, malgré son hâle, en effet, la silhouette d'un blanc. Mais personne n'était là pour voir Tantor somnoler dans la chaleur de midi, ni Tarzan se reposer sur le dos énorme de son compagnon. Venu du nord, une brise légère paraissait, n'apportant aux narines sensibles de l'homme singe aucune odeur inquiétante. La jungle baignait dans la paix. Dans la forêt, Fahd et Motlog de la tribu d'El Harb chassaient au nord du menzil du Cheikh Ibn Jad. Ils étaient accompagnés d'esclaves noirs. Ils avançaient avec précaution, suivant la piste toute fraîche d'El-Fil, l'éléphant. Les pensées des Arabes étaient tournées vers son ivoire, celles des Noirs vers sa chair. Abn Fedjuan, l'esclave noir de Galla, le guerrier, le mangeur de viande crue, le grand chasseur, les conduisait. Fedjuan, tout comme ses camarades, songeait à la chair de l'éléphant. Il pensait aussi à El-Habash, le pays où il avait été enlevé quand il était enfant. Il songeait à retourner à la hutte de ses parents. Aujourd'hui,
il ne se trouvait peut-être pas très loin d'El Habash. Des mois durant, Ibn Jad s'était enfoncé vers le sud. Puis, ils avaient pris la direction de l'est. Il y avait déjà longtemps de cela. Non, El Habash ne devait pas être loin. Quand il en serait sûr, alors s'en serait fini de l'esclavage, et Ibn Jad perdrait son meilleur esclave. À 2 jours de marche, vers le nord, près de la frontière, en Abyssinie, était la maison du père de Feijuan. Elle se trouvait pratiquement sur la route que Ibn Jad avait grossièrement tracée sur sa carte quand, 1 an plus tôt, il avait décidé d'entreprendre cette folle expédition sur les conseils d'un célèbre magicien. Mais Feijuan ignorait à la fois l'emplacement exact de la maison paternelle et les projets d'Ibn Jad. Il ne faisait que rêver, et ses rêves avaient, pour l'heure, le fumet de la viande crue. Les feuilles de la forêt pendaient dans la chaleur de midi au-dessus de la tête des chasseurs. Sous les feuilles d'un arbre, à un jet de pierre de là, Tarzan et Tantor dormaient, leurs sens momentanément assoupis par la tranquillité qui émanait de la forêt et la somnolence des midis équatoriaux. Feijuan, l'esclave de Galla, s'immobilisa. D'un geste de la main, il ordonna silencieusement aux autres de s'arrêter. Devant lui, à demi dissimulé à son regard par les troncs et les branches, le corps énorme d'Elfil était allongé sur le sol. Il fit signe à Fahd, qui, sans faire de bruit, vint aux côtés du noir. L'esclave lui désigna, à travers les feuillages, la montagne de chair grise. Fahd leva El-Latari, son vieux fusil à mèche, et l'épaula. Il y eut un éclair, de la fumée, un barrissement, et Elfil, indemne, s'enfuit dans la forêt. Lorsque Tantor, au bruit de la détonation, se redressa brusquement et se mit à courir, Tarzan voulut, lui aussi, se redresser. Ce fut à ce moment-là que le pachyderme passa sous une branche assez basse qui heurta la tête de l'homme singe. Celui-ci tomba sur le sol où il resta inanimé. Fou de terreur, Tantor ne songea qu'à fuir. Il s'enfonça dans la forêt, vers le nord, laissant derrière lui des arbres renversés et des buissons écrasés. Il n'eut sans doute pas conscience qu'il abandonnait son ami, blessé, à la merci de leur ennemi commun, l'homme. Tantor ne voyait pas en Tarzan un Tarmangani. L'homme blanc était pour lui synonyme de souffrance et d'inquiétude, alors que Tarzan signifiait, tout au contraire, l'amitié, la paix, le bonheur. Si l'on accepte les représentants de son espèce, Tantor n'avait fraternisé avec aucune des bêtes de la jungle, hormis Tarzan. « Tu l'as manqué !» cria Feijuan. « Ah, c'est le diable qui a dévié la balle !» éructa Fahd. « Allons voir. J'ai peut-être quand même touché Elfil. Je te dis que tu l'as manqué. » Les 2 hommes s'avancèrent, suivis de leurs compagnons, cherchant avec espoir une trace de sang. Fahd s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce que c'est ?» cria-t-il. « Regarde. J'ai tiré sur Elfil et j'ai tué un Nasrani. » Les autres s'approchèrent. « C'est un infidèle, » dit Motlog. « Et il est nu. »« C'est peut-être un sauvage de la forêt, » suggéra quelqu'un. « Où est-ce que ta balle l'a touché, Fahd ?» Ils se penchèrent et retournèrent le corps. « Il n'est pas blessé, » dit un autre. « Il est mort. Peut-être qu'il chassait lui aussi Elfil, et qu'il a été blessé par cette bête. »« Il n'est pas mort, » annonça Feijuan qui s'était agenouillé et avait placé son oreille contre la poitrine de l'homme singe. « À la marque qu'il a au front, je crois qu'un coup l'a assommé. Regardez, il se trouve sur le chemin qu'Elfil s'effrayait quand il s'est enfui. C'est l'animal qui l'a frappé. »« Ah, je vais l'achever, » dit Fahd, en dégainant son coussa. « Par Allah, arrête, rentre ce poignard. »« Fahd, » dit Motlog, « c'est au cheikh de décider s'il doit ou non mourir. Toi, tu es toujours assoiffé de sang. »« Mais ce n'est qu'un Nasrani, » insista Fahd. « Tu as l'intention de le ramener jusqu'au Menzil ?»« Il a bougé, remarqua Feijuan. Il pourrait peut-être marcher tout seul. Peut-être aussi qu'il ne viendra pas avec nous. Il a la taille et les muscles d'un géant. »« Ah, par Allah, quel homme !»« Qu'on attache !» ordonna Fahd.
Ils lièrent solidement les poignets de l'homme-singe avec des lanières en peau de chameau. Cela leur prit un certain temps. Ils avaient à peine fini quand Tarzan ouvrit les yeux. Il secoua la tête, ressemblant à un grand lion. Ses sens lui revenaient. Il regarda les hommes et sut tout de suite que c'étaient des Arabes. « Pourquoi m'avez-vous attaché les mains ?» leur demanda-t-il dans leur langue. « Enlevez ces liens !» Fad éclata de rire. « Te crois-tu l'égal d'un grand tchèque Nasrani pour donner des ordres aux bédouins comme s'ils étaient des chiens ?»« Je suis Tarzan !» répliqua l'homme singe, sur le ton dont il aurait dit « Je suis le tchèque des tchèques. »« Tarzan !» s'exclama Motlog. Il tira Fad de son côté. « Ah, il a fallu pour notre malheur, lui dit-il à voix basse, qu'entre tous nous nous en soyons pris à cet homme. Dans tous les villages que nous avons traversés depuis 2 semaines, nous avons entendu prononcer son nom. Il disait « Attendez que Tarzan, le seigneur de la jungle, revienne. Il vous massacrera quand il saura que vous avez pris des esclaves dans ce pays. » « Quand j'ai sorti mon coussa, se plaignit Fad, tu n'aurais pas dû m'arrêter, Motlog. Mais il n'est pas trop tard. » Il posa sa main sur le manche de son poignard. « Ah non, par Allah !» cria Motlog. « Nous avons pris des esclaves dans cette région. Ils sont avec nous à présent. Quelques-uns s'enfuiront. Suppose qu'il raconte aux amis de cet homme que nous l'avons tué. Aucun de nous ne reviendra vivant à Beled el-Gouad. »« Amenons-le auprès d'Imdjad, dit Fad, et qu'il en prenne la responsabilité. »« Tu parles avec sagesse, commenta Motlog. Ce que le Tchèque fera de cet homme est la seule affaire du Tchèque. Venez. » Le Tchèque Imdjad était assis dans sa tente, dans la pièce réservée aux hommes. Auprès de lui se trouvait son frère, Trolog. Il y avait aussi un jeune bédouin, Zaïd. Indubitablement, ce qui comptait pour lui, bien plus que la présence du Tchèque, c'était la proximité de son harem. Il n'était séparé du Muqad que par un rideau tendu à hauteur de poitrine. Ah, de temps en temps, Zaïd pouvait entreapercevoir Atedja, la fille d'Imdjad. Il voyait de la même manière Irfa, l'épouse du Tchèque, vision qui n'accélérait pas d'un iota ses battements de cœur. Pendant que les hommes discutaient, les 2 femmes, dans leurs appartements, vaquaient aux travaux domestiques. Irfa préparait le mouton qui, bouilli dans un grand chaudron, était destiné au prochain repas. Pendant ce temps, Atedja fabriquait des sandales. Elle utilisait la peau de chameau d'un vieux sac, qui avait autrefois servi à transporter des dattes, dont le jus avait imprégné le cuir. Ni l'une ni l'autre ne perdait un mot de la conversation qui se déroulait dans le Muqad. « Nous avons fait un long voyage sans mésaventures, remarquait Imdjad. Si notre route a été quelque peu rallongée, c'est que je ne tenais pas à traverser El Habash, de peur que les habitants de ce pays ne nous poursuivent. Nous pouvons maintenant faire route vers le nord, pénétrer dans El Habash, non loin de l'endroit où le magicien a prédit que nous découvririons le trésor de Nimr. »« Et tu crois pouvoir trouver facilement cette ville légendaire quand tu seras à El Habash ?» demanda Trolog. « Oui, par Allah. Les gens de l'extrême sud de l'Habash la connaissent très bien. Fedjuan, qui est lui-même un Habashien, bien qu'il n'ait jamais vécu dans ce pays, en a entendu parler quand il était enfant. Nous allons faire des prisonniers et nous parviendrons bien à leur délier la langue. » J'espère que ça ne se passera pas comme avec le trésor qui se trouve sous le grand rocher d'El Houara, dans la plaine de Medain Sali, dit Zaïd. Un esprit garde l'endroit où il est enterré, à l'intérieur d'une tour. On prétend que si quelqu'un s'emparait du trésor, les plus grandes calamités s'abattraient sur l'humanité. Les hommes se retourneraient contre leurs amis, contre leurs frères, les fils contre leurs parents, et tous les rois du monde se feraient la guerre. Oui, confirma Trolog. Je tiens d'Azim qu'un sage, passant par là, lors d'un voyage, après avoir consulté son livre de magie, a découvert qu'en effet, il y avait là un trésor. Mais personne n'a osé le prendre, dit Zaïd. Mais il n'y a pas d'esprit qui garde les trésors de Nimr, objecta Imdjad. Rien que des Habashiens, faits de chair et de sang, vulnérables aux balles de nos mousquets. Il suffit de nous emparer.
Allah nous assure qu'on peut trouver ce trésor aussi facilement que celui de guerrier, qui se trouve à une journée de marche au nord de Tabouk, dans les ruines d'une ville forte, dit Zayd. Tous les vendredis, des pièces de monnaie sortent du sol et roulent dans le désert jusqu'au coucher du soleil. Quand nous serons à Nimr, nous n'aurons aucune difficulté à trouver le trésor, leur assura Imjad. Ce qui sera plus difficile, par contre, sera de quitter El Habash avec le trésor. Et la femme, si elle est aussi belle qu'on le prétend, les hommes de Nimr la protégeront encore plus férocement que leur trésor. Les magiciens mentent souvent, fit remarquer Tolog. Qui va là? S'exclama Imjad, regardant la jungle qui entourait le Menzil. Par Allah, ce sont Fad et Motlog qui reviennent de la chasse, dit Tolog. Allah me dit qu'ils rapportent de l'ivoire et de la viande. Oh, ils reviennent bientôt, remarqua Zed. Mais ils n'ont pas les mains vides. Imjad désigna le géant nu qui accompagnait les chasseurs. Le groupe s'arrêta devant le Tchèque. Enveloppé dans son burnous taché, le bas du visage dissimulé par un foulard, Imjad n'offrait au regard de l'homme singe que la lueur méchante de ses yeux. Tarzan remarqua aussi le visage rusé de Tolog, le frère du Tchèque, et les traits plus agréables du jeune Zayd. « Qui est le Tchèque ?» demanda-t-il d'un ton d'autorité en parfaite contradiction avec les lanières de cuir qui lui attachaient les poignets. Imjad tira sur le foulard qui lui masquait le visage. « Le Tchèque, c'est moi, dit-il. Et toi, comment t'appelles-tu ? » Tarzan des grands singes. Tarzan des grands singes, réfléchit Imjad. Ce nom me dit quelque chose. Cela ne m'étonne pas. Les Arabes qui volent les esclaves le connaissent fort bien. Je me demande pourquoi tu es venu dans mon pays en sachant que je ne tolère pas que l'on réduise ses habitants en esclavage. Ce n'est pas pour les esclaves que nous sommes venus, lui assura Imjad. Nous sommes là pour faire, pacifiquement, le commerce de l'ivoire. Tu mens, repartit tranquillement Tarzan. Je vois dans ton menzil des esclaves de Manouyema et de Galla, et je sais qu'ils ne sont pas ici de leur plein gré. D'autre part, j'étais là quand tes hommes ont tiré sur Elfil. C'est cela ton commerce pacifique de l'ivoire ? C'est du braconnage. Et Tarzan des grands singes ne le tolère pas davantage sur ses terres. Vous volez des esclaves et braconnez. Oh, par Allah, nous sommes d'honnêtes gens, s'écria Imjad. Fad et Motlog ne chassent que pour avoir de la viande. S'ils ont tiré sur Elfil, c'est par erreur. Ils ont dû le prendre pour un autre animal. Ça suffit, cria Tarzan. Détachez-moi et préparez-vous à regagner le nord d'où vous êtes venus. Tu auras une escorte et tes porteurs jusqu'au Soudan. Je m'en occuperai. Oh, nous avons fait un long voyage et ne désirons rien d'autre que de faire tranquillement du commerce, insista Imjad. Nous payons nos porteurs et nous ne volons pas d'esclaves. Nous ne tirerons plus sur Elfil. Laisse-nous poursuivre notre route. Lorsque nous reviendrons, nous te paierons fort bien l'autorisation de traverser tes terres. Tarzan secoua la tête. Non, dit-il. C'est maintenant que vous allez partir. Coupe ces liens. Les yeux d'Imjad se rétrécirent. Nous t'avons offert la paix ? Nous t'avons proposé de l'argent, Nasrani, dit-il. Mais si tu veux la guerre, tu l'auras. Tu es en notre pouvoir. Et souviens-toi qu'un ennemi mort devient inoffensif. Pense-y. Il se tourna vers Fad. Emmène-le et attache-lui les pieds. Prends garde, l'avertit Tarzan. Les bras de l'homme singe sont prodigieusement longs. Ils pourront t'atteindre au-delà de la mort pour t'étrangler. Tu as jusqu'au soir pour te décider, Nasrani, mais sache que Imjad ne s'en retournera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il est venu chercher. Ils emmenèrent Tarzan et le firent entrer dans une petite hedjra. Mais quand ils furent à l'intérieur de la tente, il ne fallut pas moins de 3 hommes pour maîtriser l'homme singe et lui attacher les chevilles, bien que ce dernier eût les mains prisonnières. Dans le camp du Tchèque, les Bédouins sirotaient un café écœurant, additionné de clous de girofle, de cannelle et de diverses épices.
Ils discutaient du malheur qui s'était abattu sur eux. Imdjad savait, en dépit de sa forfanterie naturelle, que seule la vitesse et des circonstances favorables pouvaient sceller le succès de son entreprise. En ce qui concerne le Nasrani, nous aurions évité bien des ennuis si Motlog m'avait laissé faire, dit Fad. Mon couteau était prêt à trancher la gorge de ce chien quand il m'en a empêché. Et le bruit de sa mort se serait immédiatement répandu à travers toute la région, si bien que dès le lendemain, nous aurions eu tous les indigènes à nos trousses, dit Motlog. Tolog intervint. J'aurais préféré que Fad mette son projet à exécution. Après tout, quel avantage tirerons-nous de laisser en vie le Nasrani? Si nous le libérons, il ira chercher ces gens pour nous forcer à quitter le pays. Si nous le gardons prisonnier, un esclave, après avoir réussi à s'échapper, s'en ira répandre la nouvelle, et nous aurons les indigènes sur le dos, tout aussi vite que si nous l'avions tué. Tolog, tu parles avec la voix de la sagesse, dit Imdjad en hochant la tête avec satisfaction. Attendez, dit Tolog, je crois que j'ai une meilleure idée. Il se rapprocha des autres et baissa la voix. Si celui qu'on appelle Tarzan s'évadait pendant la nuit, ou si nous le libérions, alors l'esclave qui se serait enfui n'aurait finalement rien à raconter aux indigènes. Par Allah, s'écria Fad avec dégoût, il n'y aurait pas besoin d'un esclave pour répandre ce bruit. Le Nasrani s'en chargerait lui-même et reviendrait avec ses gens. Non, décidément, Tolog est encore plus bête qu'un chameau. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire, frère, dit Tolog, ignorant délibérément Fad. Les esclaves croiraient que l'homme s'est évadé, parce que le lendemain de sa fuite, nous ferions semblant de nous lamenter. Nous dirions « Par Allah, nous avions fait la paix avec l'étranger qui est parti dans la jungle, et nos voeux l'accompagnent. » Ah, je ne te suis pas, dit Imdjad. Le Nasrani est là-bas, dans sa tente. Quand la nuit sera tombée, il suffira de lui enfoncer une lame bien aiguisée entre les côtes. Un abachien auquel nous pourrons nous fier fera le travail, et par la suite gardera le silence. On aura creusé une fosse. Quand le cadavre de Tarzan reposera au fond, il ne risquera plus de nous embêter. Par Allah, il est sûr en vérité que dans tes veines coule un sang de tchèque, s'exclama Imdjad. La sagesse de tes mots l'atteste. Qu'Allah te bénisse. Imdjad se leva alors et gagna son harem. Fin du premier chapitre.